du FaceTime avec ta Paulette. Comment ça va, les copains et les copines? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme vous l'aurez remarqué, cet épisode est peut-être un peu en avance ou peut-être un peu en retard. J'avais envie de le poster aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, en préambule de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça y est, la saison officielle de La Leçon est terminée pour l'été. Les épisodes classiques reprendront en septembre. En attendant, vous m'avez donné une super idée. Je vais faire des vlogs audio comme l'année dernière. Si vous scrollez un peu pour les nouveaux et les nouvelles, j'étais partie à Los Angeles un mois et j'avais fait des vlogs audio de mon expérience là-bas. Et donc cet été, je vais faire pareil. Je pense que ça va être rigolo. Franchement, merci beaucoup de m'avoir donné cette idée parce que je réfléchissais à ce qui vous ferait un peu plaisir à écouter et c'est vraiment pas mal revenu. Donc trop cool. Moi, je trouve que c'est sympa et créatif, rigolo. Enfin, voilà, la leçon, quoi. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais commencer les vlogs audio. En attendant, j'avais envie de prendre le micro aujourd'hui, ce matin précisément, parce que j'ai eu 2 sujets intéressants cette semaine à vous raconter. Alors, si vous voulez skipper la première partie, je vais vous dire de quoi je vais parler dans cet épisode, et puis comme ça, si vous voulez tout écouter, top. Si vous voulez passer directement à la seconde partie, il n'y a pas de problème. Dans une première partie, je vais parler du spectre du trouble autistique et puis dans une seconde partie de la discussion de mes copines, j'étais à l'apéro avec elles mercredi, autour des tâches ménagères en couple. Voilà, gros sujet. Allez, c'est parti. Déjà, je voudrais vous remercier vraiment pour les retours que j'ai eus sur l'épisode avec... C'était Charlotte Gabris, où j'ai évoqué le fait que j'allais commencer un parcours pour me faire diagnostiquer. Entre vous et moi, j'ai failli couper cette partie parce que j'avais très très peur de me faire juger et qu'on me dise mais non, mais pas du tout, parce que quand j'avais sorti cet épisode, alors d'ailleurs épisode de dingue, passionnant avec Laura Lone, que j'avais adoré, elle est tellement géniale, je m'étais fait un peu tracher. Peut-être parce qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui n'écoutaient pas la leçon, qui étaient venues, qui avaient écouté l'épisode et qui m'avaient jugée. Mais en tout cas, je m'étais vraiment fait tracher en mode t'es pas des nôtres, quoi. Et ça m'a laissé une marque un peu, ce truc-là. Et puis, j'osais plus trop réévoquer le sujet. En plus, un peu la honte de me dire, bah imaginez, je fais le diagnostic et on me dit juste non, t'es juste chiante, quoi. Voilà. Donc j'hésitais à poster cette partie de l'épisode et waouh, vos retours ont été non seulement hyper bienveillants mais aussi très utiles. Vous savez qui vous êtes, vous pouvez regarder les commentaires sur Spotify. J'ai reçu des DM, notamment un DM je t'embrasse, tu sais qui tu es, avec le nom de sa psy, une psy à me recommander, etc. Franchement, ça m'a vachement aidée et puis surtout, ça m'a soulagée en fait parce que je me suis dit: «Ouf, je me fais pas juger sur le sujet». Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, j'en ai parlé à ma psy que je recommence à voir, et que j'ai vue durant 10 ans. Et contre toute attente, je pensais qu'elle allait me dire: «Non, pas du tout». Elle m'a dit: «Oui, je vous soutiens sur ce parcours-là». Et je suis sortie en pleurant de joie, en appelant ma mère comme si elle avait gagné le championnat d'Europe, vous voyez? Voilà, j'ai ramené la coupe à la maison, quoi. Parce que je me suis tellement sentie entendue et comprise sur un sujet qui est douloureux pour moi parce que, en fait, ouais, c'est douloureux de repenser à tous ces moments où j'ai forcé, j'ai quand même pas réussi. Ah. Donc ça me ferait juste du bien de me dire, c'est pas que t'as pas réussi, c'est juste que tu fonctionnes différemment. Je sais pas si vous imaginez le poids que je déposerais. Ouais, ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Mais alors ma question, je sais pas si vous êtes déjà passé par ce parcours-là. Alors ce qu'on m'a dit, pour celles et ceux qui se posent la question, déjà l'autisme au masculin et au féminin est très différent. Je pense qu'il y a énormément de nuances dans ce spectre-là aussi, chez les hommes, chez les femmes.
Donc si on vous dit: «C'est pas parce que vous n'avez pas ce critère-là que vous ne l'êtes pas», je suis pas je suis pas certaine, pardon, que ce soit forcément juste. Hem, voilà, parmi les professionnels de santé, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Parmi les professionnels de santé qui, sont spécialisés dans le spectre autistique, il y en a qui ont des différentes, spécificités. Donc si vous êtes une femme et que vous vous posez la question, je pense que ce serait intelligent de vous orienter vers un professionnel de santé qui est habilité à reconnaître l'autisme au féminin qui est un peu différent. Pourquoi? Parce que les petites filles ont une capacité beaucoup plus forte à masquer le fait qu'elles le soient. Donc parfois, il faut aller un peu creuser plus fort, plus en profondeur ou sur des sujets différents. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez passer soit par la voie publique. Ça prend du temps, mais c'est gratuit, mais il y a une liste d'attente qui est longue. Si moi, par exemple, je suis en train de me dire que je passerai peut-être pas par la voie publique parce que leur urgence à eux, c'est de diagnostiquer en priorité les enfants et les personnes qui le sont très fortement parce que c'est des personnes qui ont besoin d'adaptations beaucoup plus fortes pour vivre en société. Moi, c'est pas mon cas. Ce que je dis, ça n'engage que moi, hein. C'est une piste de réflexion pour vous. J'ai pas la science infuse, mais ma réflexion, elle tend vers ça. Maintenant, le privé, moi, ça me stresse parce que je sais que ça peut être très cher. Et par exemple, on m'a recommandé, alors, la personne adorable qui m'a fait tellement de bien par message, parce qu'en plus, elle m'a dit qu'elle pensait depuis des années que je l'étais, genre, ça m'a fait trop de bien. Elle m'a recommandé sa psy qui malheureusement ne prend pas de nouveaux patients, donc je peux pas vous la recommander. Mais elle m'a recommandé également une séance avec Béatrice Millettre. J'ai regardé son site internet, ça a l'air top, mais la nana, elle est surdiplômée, elle a sorti plein de bouquins. Je vous avoue que j'ai un peu peur du prix de la séance parce que moi, il faut que je fasse ma petite comptabilité au total. Combien je vais mettre, combien de temps ça va durer. Enfin, j'aimerais quand même avoir une vision des choses, voilà, parce que je roule pas sur l'or. Donc j'ai un peu de stress à prendre rendez-vous avec elle pour cette raison-là et pour une autre raison. C'est que je suis très stressée qu'on me prenne pas au sérieux. Donc je suis déjà dans ma tête à me dire comment je vais me présenter en séance. Enfin, c'est très bizarre, mais je suis presque un peu crispée en me disant: «C'est pas possible, on va pas me croire». Mais du coup, je veux surtout pas mentir sur mes «symptômes» entre guillemets ou les trucs que je fais. Donc je suis dans la suranalyse de moi-même. Je trouve que c'est pas du tout la bonne voie. Alors qu'avec ma psy, pour le coup, je me sens tellement, vraie et moi-même avec elle que, bah, quand on a évoqué des trucs, je me suis mise à pleurer, mais pleurer de soulagement parce que pour moi, c'est un sujet qui est vraiment douloureux, quoi. Hem, donc je suis encore un petit peu réticente. Elle a l'air d'avoir une super tête. Je trouve qu'elle a une énergie qui me plaît bien, cette dame. Hem, donc voilà, je suis en pleine hésitation de est-ce que je prends une séance ou pas avec elle? Et la personne qui m'a envoyé ce message en DM m'a dit que c'était bien d'avoir qu'il fallait un pré-diagnostic en gros, ce que je ne savais pas. Alors si vous êtes déjà passé par cette étape-là, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes d'abord allé voir quelqu'un qui a fait une sorte de séance de pré-entretien puis un parcours, ou alors est-ce que vous êtes allé directement sur ce parcours-là? Comment ça s'est passé pour vous? Ça m'intéresse. Et puis, je suis tombée sur le compte Instagram, pardon, de Nina Ramen, Ramen, qui a un highlight sur Insta, vous savez, les petites bulles là, sur son diagnostic de l'autisme. Mais mon Dieu, mais tellement précis. En fait, ça a répondu à littéralement toutes mes questions. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle dit, mais je vous invite évidemment à aller sur son compte. Donc, c'est la petite bulle qui s'appelle Autisme et TDAH, ressources pratiques. Déjà, elle dit: «Pourquoi est-ce que le diagnostic, il est compliqué?» Bon, bah, déjà, il y a très peu de professionnels formés au TSA adultes, surtout pour les profils féminins camouflés. Vous en doutez qu'avec mon métier, moi, je
si c'est le cas, je suis ultra, ultra camouflée. Enfin, je fais tellement d'efforts, quoi. Elle explique, voilà, le coût du diagnostic, il peut être élevé, entre 600 €. Ça, je sais qu'en province, c'est 600 € à 1 500 €. Ça, c'est plutôt à Paris. Donc moi, je me dis que j'aimerais peut-être le faire à distance, par exemple avec une psy à Nantes ou je sais pas. Et puis la dernière phrase, c'est exactement chaque personne à qui je le dis me sort ça. Le regard social reste culpabilisant. À quoi bon à ton âge, ce qui rend la démarche encore plus émotionnellement difficile. En fait, moi, dès que j'en parle à quelqu'un, on me dit mais à quoi ça sert les étiquettes? Et à chaque fois, genre, je me retiens d'avoir les larmes qui montent. Je sais pas pourquoi, mais ça me touche et ça m'atteint énormément parce que je ressens qu'il faut que je me justifie de quelque chose qui est douloureux pour moi. Je vais vous répondre, du coup, à quoi ça sert, pour moi parce que autant ma psy, toutes les dernières années, me disait: «Ah, j'aime pas les étiquettes», autant là, elle a complètement compris ma démarche et m'accompagne vraiment dans ce besoin de. C'est pas pour me placer du tout en victime. En plus, moi, j'ai cette tendance un petit peu parfois à être ouin-ouin. Donc, cette fois-ci, j'ai très bien intellectualisé le fait que c'est pas pour me placer en victime. C'est littéralement pour me soulager parce que j'ai beaucoup de mal à poser des limites saines. Souvent, je commence à trouver qu'une situation est trop intense pour moi, que c'est trop compliqué, quoi. Et je vais le dire et mes copains ou les gens ne le comprennent pas, ne l'entendent pas parce que, dans leur corps, dans leur expérience, ça n'est pas le cas. Donc ils disent: «Mais encore un petit peu, encore, encore, encore», vous voyez? Donc il y a une négociation et puis au bout d'un moment, je ne tiens plus et je deviens très passive-agressive, très dure parce que je ne tiens plus, quoi. Hem et si je disais: «Désolée pour moi, en tant qu'autiste, je vais avoir plus besoin de m'isoler», il y a plus de débat. Il y a plus de débat et donc du coup, je pense que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde, je serais plus comprise, même au taf, enfin plein de trucs comme ça. Par exemple, moi, mon métier, quand je suis animatrice, parfois, ça m'est arrivé d'être des 7 heures sur un plateau quand je faisais des lives en tant qu'animatrice, par exemple, avec de la lumière, énormément de personnes autour qui me parlent, qui me touchent. Et puis, avant que ça commence, je suis vidée totalement. Je pourrais adapter ça en le disant juste, comme je le fais avec l'endométriose. D'ailleurs, je me suis jamais placée en victime avec l'endométriose. Juste, je dis: «Voilà, c'est mon premier jour de cycle, j'ai de l'endométriose, donc je vais avoir besoin de plus m'asseoir». Mais les gens, mais si vous saviez comme ils sont gentils et compréhensifs, femmes et hommes, hein. Voilà. En fait, il y a plus de débat. OK, c'est comme ça, on s'adapte et puis moi, ça me permet de pas être relou non plus parce que j'ai même pas à le redire, juste c'est comme ça et ça me permet d'être plus sereine, plus calme avec l'endométriose, moins dans ma tête, donc canon. Donc vraiment, ça me ferait beaucoup, beaucoup de bien. Et pour moi, si je passe ce diagnostic et que je suis diagnostiquée autiste, pour moi, c'est un manuel, IKEA, en fait. Ça m'aiderait, en couple, dans mes amitiés, enfin dans tellement de trucs. Donc voilà la raison pour laquelle moi j'ai besoin de le savoir parce que quand je vous dis que je culpabilise, je me flagelle à chaque fois que je n'arrive pas en groupe, c'est tellement dur en fait. Enfin genre, c'est tellement humiliant. Hem, j'ai pas les mots. C'est tellement, en plus ça me rappelle à chaque fois parce que c'est toujours le même processus quand je suis en groupe. Au départ, ça se passe super bien. Au bout du 3e jour, j'arrive plus à tenir socialement. Mes failles sont béantes. Il y a quelqu'un qui commence à me bully, mais c'est moi, hein. C'est parce que je laisse rentrer cette énergie-là. Donc il y a quelqu'un qui commence à être un peu pestouille avec moi. Mmh, ouais, bully quoi. Et puis après à la fin, je parle plus à personne. C'est pas fun. C'est pas fun du tout. Et pourtant, j'ai plein, plein, plein d'amis. Je suis extrêmement reconnaissante de ça. Mais quand je suis en groupe, voilà, j'y arrive plus personne ne me parle, je suis awkward. Mon visage n'arrive plus à tenir les expressions, ça commence à trembler. Je me retourne, je dois comme ça.
et puis je repars, je suis triste, enfin voilà. Donc c'est un petit peu relou. Donc ouais, Nina ramène. Donc elle vous raconte pourquoi c'est compliqué en France, comment faire, comment se faire accompagner, etc. Elle donne des séries d'articles intéressants, sa vidéo YouTube, et puis elle propose ça. Et donc mon hésitation, et ça j'aimerais bien avoir votre avis si vous en avez un, c'est qu'il y a il y a un site internet d'un mec qui s'appelle Nicolas Galita, pour s'auto-diagnostiquer. Je suis allée sur le site, ça dure 3 semaines, ça coûte 150 €. Ça dure 3 semaines, il y a une première partie où vous répondez à votre propre question, la seconde partie c'est, vos proches entre guillemets «s'en mêlent» et donnent leur regard sur vous, sur votre enfance. Enfin, c'est un truc qui dure en tout 3 semaines et qui permet de s'auto-diagnostiquer. Et d'un côté, j'ai envie de le faire parce que je me dis: «Au moins, je n'aurai pas de regard extérieur qui faussera un peu mes réponses parce que pression de», vous voyez? Et à la fois, à la fin, si jamais ça me diagnostique autiste, bah, je me dirais que c'est pas assez socialement, je n'oserais toujours pas le dire parce que j'ai besoin d'avoir un peu le tampon d'une personne extérieure. J'ai vraiment lu en profondeur ce qu'il fait, ça a l'air très solide. Pour le coup, ça a l'air vraiment très solide et très intéressant. Donc je me suis même dit: «Est-ce que je fais ça d'abord, puis un professionnel ensuite?» Je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. Donc si vous l'avez fait, si vous êtes contre, n'hésitez pas. Et aussi, elle propose, ça c'est hyper intéressant, une cartographie des déclencheurs sur un site internet qui s'appelle auto-thérapie.fr. Cartographie des déclencheurs, ça c'est une fois que vous êtes diagnostiqué. Vous répondez en profondeur pareil à un questionnaire, je pense que c'est payant, et ça vous permet d'avoir votre petit guide manuel pour réduire un petit peu les choses qui vous fatiguent au quotidien, pour mieux comprendre comment adapter votre quotidien. Trop intéressant, mais ça je le fais pas encore puisque je sais même pas si je le suis. Mais voilà, c'est là où je me suis: «Ah intéressant», et puis ensuite elle propose des livres à lire, des séries à voir, des conseils genre casque anti-bruit, steaming toys, objets à manipuler. Alors ça, truc de dingue, j'ai commencé à le faire dans la rue parce que je me suis rendu compte que quand je marchais, je pensais par moments énormément à mes expressions faciales et mon bras droit, devient très gênant. Je ne sais pas comment le positionner et cetera. Je me fiche complètement. Et enfin, et puis après je me dis: «Ah, j'avais trop l'air awkward». Voilà, je me dis tout ça. Et depuis que je prends un stylo bic et que je bouche et débouche le bouchon, tout s'est détendu. Ça me fait un bien fou, donc maintenant j'aime bien marcher avec un stylo. Donc ça, c'est un petit tips tout con à faire, mais qui est canon. Quoi d'autre? Voilà, des petits conseils comme ça. Non, franchement, c'est hyper précieux ce que sa bulle, je l'ai remercié d'ailleurs sur Insta, et voilà, si vous vous questionnez, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est la première partie. Je suis preneuse de vos bonnes recommandations, conseils. Et puis la seconde partie, c'est que mercredi dernier, j'étais avec mes meilleures copines. On a un groupe de 4. Franchement, on dirait Sex and the City de ouf. C'est juste que personne veut être Miranda dans le groupe. Désolée, mais donc voilà. Donc il y a plusieurs Carrie, probablement une ou deux Samantha, on dira pas qui, une Charlotte et bon bah Miranda un peu sur le carreau quoi. On prenait l'apéro sur la terrasse de ma pote Mathilde, que j'embrasse si elle passe par là. J'avais acheté des perles pour qu'on se fasse des bracelets en perles pendant qu'on prenait l'apéro, c'était trop drôle et tout. Et évidemment, comme vous vous en doutez, ça parlait mec. Moi, j'ai jamais vécu avec un homme, donc je n'ai, évidemment aucune expérience et puis aucun conseil à donner, mais j'écoutais et j'observais et ça me faisait taper des barres et je me disais: «Mais merde, mais comment faire?» Elle parlait des tâches ménagères en disant, en fait, la discussion au départ est partie, du fait, par moment,
que spontanément, en tant que femme, quand nos mecs font pas assez, on a tendance à vouloir faire trop, alors que c'est pas du tout notre place non plus. Et puis ça se transforme très rapidement en un rapport mère-fils qui est malsain, qui frustre tout le monde, qui n'est pas nécessaire. Et c'est vrai que même moi, en datant, je travaille activement à désapprendre tous ces petits réflexes-là et à me laisser aussi, à laisser à l'homme aussi l'espace de venir, de prendre le lead, etc. Pour moi, c'est pas facile parce que j'ai été élevée par une mère célibataire et puis ensuite j'ai choisi des hommes qui étaient très passifs dans leur vie et donc je prenais tout en charge. Ça m'épuisait mentalement, émotionnellement, c'était pas du tout nourrissant et donc du coup je désapprends. C'est pas facile, mais c'est quand même assez satisfaisant. Et en plus, d'ailleurs, j'ai posé la question plusieurs fois à des dates assez récemment et eux me disaient: «Mais enfin, moi j'adore, ça me fait plaisir». Par exemple, plusieurs dates qui me disaient: «Ne fais rien, je connais tes goûts». Ils m'avaient posé 2-3 petites questions sur mes goûts. «Je nous fais un petit programme pour la soirée». Moi, c'est pas quelque chose, de logique au départ pour moi de lâcher le contrôle dessus. En fait, c'est hyper agréable parce que j'ai plus rien à faire à part, me maquiller et cetera, ce qui est déjà, clairement du taf, hein, donc ça me laisse un espace. Je me sens chouchoutée et eux, vraiment me disaient: «Mais enfin, moi j'adore ça, ça me fait me sentir trop bien de te faire plaisir et tout». Gagnant-gagnant et donc du coup, voilà, moi je désapprends un petit peu, je les laisse faire plus. Ça montre aussi comment se positionne le mec, comment il sera peut-être en tant que partenaire et papa, donc je trouve que c'est assez intéressant. Et donc on parlait du fait de retravailler pour son cerveau, le reprogrammer pour ne pas penser à la place de l'autre, pas faire à la place de l'autre, pour lui laisser l'espace parce que c'est épuisant, limite burn-out quand on prend tout en charge et puis de voir comment est-ce que lui il step up, quoi. Sauf que ça marche bien sur plusieurs sujets, mais il y a un sujet où on n'a toujours pas trouvé la clé, c'est le ménage. Parce que les meufs me disaient: «Ouais, ça marche, mais sur le ménage, moi j'ai essayé de ne faire que ma partie». Tu tiens 3 semaines, au bout de 3 semaines, tu pètes un câble, tu dans une porcherie et il y a un moment où, bah, ça t'impacte toi aussi. Mais alors les gars, comment faire? Les hommes qui écoutaient la leçon, dites-nous en vrai comment est-ce que comment faire? Dites-nous pourquoi, c'est quoi ce qui se passe dans votre tête? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour, non pas, avoir 10 000 stratégies parce qu'à un moment ça va quoi, mais enfin donnez-nous la clé quoi. Donnez-nous la clé. Et du coup, elle me faisait trop rire, genre l'une de mes potes qui me dit: «Moi maintenant, j'en ai rien à battre, heu, nos placards, il y en a un qui est dégueulasse en boule, l'autre tout plié, je vous laisse deviner qui est qui». Elle dit: «Bah moi je jette les chaussettes, tant pis c'est son problème». Elle a mais tellement raison, enfin elle a tellement raison. Mais par contre pour la propreté, ouais là j'avoue, tu peux pas fermer le placard et pas voir. Donc tu fais comment quoi? Et moi ça me faisait grave rire parce que c'est moi dans le couple qui ai le placard où les chaussettes elles sont en boule. C'est moi et j'ai toujours été avec des mecs hyper, enfin sauf le dernier je dirais, mais des mecs maniaques et tout. Et si ça se trouve les gars, quand je vivrai, avec, mon futur mec, bah, ce sera peut-être moi, hein, dans le couple, pour qui ce sera plus galère. Je sais pas. Mais avec mon caractère, j'aurais envie de bien faire, donc je m'adapterai très certainement à l'autre. Et puis j'écoute les remarques et tout. Mais putain, comment est-ce qu'on fait pour vous? Comment est-ce que vous faites, vous, les meufs? C'est quoi vos astuces, quoi? Parce que là, vraiment, on se creusait la tête, on n'avait pas de enfin voilà, il y avait pas de solution, voilà. Donc c'était rigolo parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment une expérience universelle, mais un peu casse-couille aussi, quoi. Un peu casse-couille. Surtout l'une de nos potes qui va avoir un enfant, à la limite, la porcherie, OK, avant bébé, après bébé, c'est mort, normal, c'est mort. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos astuces et pitié les hommes, dites-nous, dites-nous. Genre, si vous avez changé, comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui a marché? Voilà, dites-nous. Bon allez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Ah oui, d'ailleurs, c'est un terme, hein. C'est l'incompétence
Merde, c'est quoi le terme exact? En gros, alors ça par contre, eux, c'est pas leur cas parce que ça m'aurait fait péter un câble. Mais les gars qui font exprès de mal faire la vaisselle, pardon, en mode tu sais mieux faire, toi? Bah non, frérot, en fait, j'ai commencé à apprendre comme toi. Moi, vous savez que mes anciens meilleurs amis, mais me prenaient pour leur mère, me disaient t'as fait ça comment? Mais en fait, je ne savais pas avant de faire moi-même. J'ai dû apprendre, donc tu vas apprendre aussi. Donc soit au départ j'ai des graves, je me sentais trop je me sentais précieuse, en fait. Et puis un jour, ça m'a fait péter un câble et je ne répondais plus aux questions. Et s'ils me relançaient, je disais: «Ah, je sais pas, je suis désolée». Voilà. Donc ça marche bien pour plein de sujets, mais j'avoue que le ménage, bah non, enfin, dans la matière, c'est relou. Si vous étiez dans mon appart, en face de moi, il y a 2 piles de linge qui sont là depuis une semaine. Je fais tellement partie de la seconde catégorie, quoi. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis prenez soin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.